Je vais peut-être introduire un petit peu l'après-midi. Donc, voilà, en expliquant un petit peu que notre démarche, c'est aussi, dans le cadre de cette journée professionnelle, de pouvoir présenter voilà, aux bibliothécaires intéressés des ressources et des outils numériques. Et donc, nous, voilà, on travaille avec CVS puisque la plateforme numérique, la médiathèque, enfin, la plateforme, la médiathèque numérique, voilà, on l'a et on la propose à un certain nombre de médiathèques du réseau. Et donc là, c'était à la fois pour que vous puissiez présenter ces ressources, toutes les ressources qu'on peut y trouver, les nouveautés, comment vous envisagez aussi, pourquoi pas le développement ou un peu les retours que vous avez, essayez vraiment de voir un petit peu quels étaient les usages. Et puis dans un deuxième temps, après votre intervention, ce qui est intéressant, ce serait aussi d'avoir des retours, soit d'expérience des collègues, soit les questions, pour qu'on puisse voilà, converser, qu'on puisse aussi aller un peu plus loin. Donc voilà, nous, ça nous semble, juste pour refaire un petit point, au niveau de la médiathèque départementale de l'Eure, voilà, le numérique est un des axes du dernier plan de développement de la lecture publique. Et c'était déjà quelque chose qui était mis en place précédemment, mais là, il y a eu une réelle valorisation, en tous les cas, de cette plateforme, de la médiathèque numérique, que ce soit sur notre portail, que ce soit sur les réseaux sociaux, vraiment avec des liens, des passerelles qui ont été faites, ce qui a permis aussi j'allais dire, d'atteindre beaucoup plus, évidemment, de personnes, d'usagers. Et en plus, depuis un an, depuis le premier confinement, les élus du département ont fait le choix d'ouvrir cette médiathèque numérique, de cette plateforme, à tous les Eurois. Donc, ce qui a évidemment fait décoller encore plus les usages, puisque beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Il y avait là-dessus un manque de communication, je pense, de notre part. Et ça l'a vraiment fait connaître au grand public. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Et on voit en plus qu'il y a des évolutions. Il y a un an, les gens étaient très intéressés par le cinéma, et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui arrive en tête, ce sont les livres numériques. Et donc, c'est vrai que les usages changent aussi. Donc, voilà. Donc, je vous laisse présenter à la fois la plateforme, à la fois ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve. Et puis après, on fera des questions-réponses ensuite. Donc, Oui, voilà, oui. on est jusqu'à 16 heures. Donc, Oui, on est large, ça va. on est large. Bon, alors, bonjour à toutes et tous, hein, parce que je vois des noms que je connais, mais je vois aussi des noms que je ne connais pas. Euh, Toute petite présentation liminaire pour cadrer un tout petit peu. La médiathèque numérique CVS donc, est une émanation de la société CVS, dont l'acronyme veut dire Collectivité Vidéo Service, qui est une structure qui existe depuis à peu près 35-36 ans maintenant. Enfin, c'est une des plus anciennes structures de partenaires avec la lecture publique. On vient du CD et du DVD historiquement, donc c'est même du vinyle et de la VHS. Donc autant vous dire, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis la médiathèque numérique CVS, elle a à peu près une dizaine d'années. C'est un bébé qui est né autour du cinéma, en particulier du court-métrage, il y a une dizaine d'années, et qui très vite a élargi, je dirais, son champ d'action, puisque les bibliothèques nous ont très vite dit qu'il y avait tout un tas de problématiques et de questionnements à résoudre dans le cadre des ressources numériques, les connecteurs, l'identification des usagers, SSO, CAS, etc., la recherche fédérée, la gestion des statistiques, la gestion des marchés publics, la gestion des bons de commande, le SAV des éditeurs, etc., 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 et que tout ça serait peut-être grandement facilité par, je dirais, un intervenant qui ferait un petit peu l'interface entre la collectivité d'un côté et les nombreux éditeurs de l'autre. Tout ça pour que les usagers puissent avoir je dirais, la meilleure expérience utilisateur possible, et que de l'autre côté, les professionnels de la lecture publique puissent avoir, je dirais, les meilleures ressources possibles, dans les meilleures conditions techniques possibles et dans les meilleures conditions économiques possibles. Voilà. Donc c'est un champ très vaste qui couvre des aspects purement techniques, juridiques, commerciaux, etc. Mais c'est passionnant, c'est une aventure qui est passionnante. On arrive effectivement à la 10e année, donc ça permet quand même de faire un petit point d'étape.
la BDP de l'Eure en particulier fait partie des collectivités quasi historiques, puisque vous étiez là, je crois, il y a 7-8 ans de mémoire. Donc, ça fait déjà un parcours assez intéressant, un recul intéressant. Je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas, donc je suppose qu'il y a des collectivités présentes cet après-midi qui utilisent déjà la médiathèque numérique. Peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas du tout. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de voir quelle est la proportion, parce que ça permet peut-être pour moi d'orienter un petit peu plus pour être efficient, hein. L'idée, c'est que vous repartiez à 16 heures avec une idée peut-être plus précise. Et avant d'aller là, 30 secondes sur ma pomme. Donc moi, je suis en lecture publique depuis que je suis ado, hein. J'ai bientôt 50 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'y ai fait plein de choses. J'ai d'abord été usager, ce que je suis toujours, mais j'ai fait des stages en bibliothèque, hein, tout simplement pour y travailler. J'ai été formateur sur ça, j'y suis toujours. D'ailleurs, je fais des formations à droite à gauche, notamment avec les agences régionales du livre, Images en bibliothèque, ABF et autres. Et puis depuis 25 ans, je collabore avec CVS, et depuis une dizaine d'années, je continue à collaborer avec CVS en étant extérieur, parce que je ne suis plus salarié depuis une dizaine d'années. Donc j'interviens en consultant sur la partie numérique, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la partie numérique est un petit peu mon bébé en particulier. Et à côté de ces activités-là, j'ai d'autres activités plus liées au cinéma, en l'occurrence, notamment à l'Académie des Césars, que vous connaissez peut-être de nom, voilà, autour du cinéma documentaire et du cinéma court-métrage en particulier. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse que je referme. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des aspects, je suis vraiment à votre disposition. Donc, ce que je pensais faire, mais vous allez me dire un petit peu si ça vous cause, faire un tour des ressources numériques présentes pour la BDP de l'Eure au niveau de la plateforme. Éventuellement regarder pour ceux que ça intéresse, mais sans y passer du temps, parce que vous n'aurez pas forcément vocation à être administrateur, sauf erreur, hein, auquel cas vous me direz, on peut jeter un coup d'œil à l'outil d'administration qui vous donnera une idée des différentes fonctionnalités que gère l'équipe de la BDP au bénéfice du réseau. Et puis j'avais préparé, mais vous me direz là aussi si c'est pertinent, à la suite de discussions avec Anne-Sophie, un focus plus particulier sur le catalogue cinéma, puisque c'est là que se concentrent beaucoup de questionnements sur les contenus, les contenants, les droits, les films qui arrivent, qui disparaissent, la gestion des âges, les nouveautés. Enfin, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Vous avez la chance d'avoir un catalogue cinéma qui, je pense, est un des plus intéressants de France. Donc peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas. Et en tout cas, vous aurez peut-être des questions sur le sujet. Et auquel cas, j'ai préparé un petit PowerPoint de 5-10 minutes pour balayer rapidement cette ressource en particulier. Voilà un peu ce que j'avais en tête. Mais dites-moi si vous avez un autre cheminement qui vous intéresse, je m'adapterai. Alors, j'ai pas de son, pas d'image. Enfin, j'ai un peu d'image, mais pas beaucoup de son. C'est OK, me dit Fabrice. Donc, on parle là-dessus. Pour que je sois sûr de ne pas faire de bêtises, sur mon écran, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Ce sont les 9 personnes qui participent à la formation ou il y a des icônes cachées que je ne vois pas? Ah, j'ai eu un petit message, mais qui est parti trop vite. Bon, a priori, il y a 14 participants, d'après ce que je vois, moi. Alors, moi, sur mon écran, je ne vois pas les 14. J'en vois que 9. Ouais, détails, non, je ne vois pas d'autres. Et j'ai vu un message, mais alors il a disparu sur le livre numérique, je suppose. Est-ce que je peux accéder à la boîte de dialogue? J'ai l'impression que non. Alors, pour accéder en fait aux différents messages, voilà, vous allez sur la droite. Ça y est, je l'ai. Ouais.
Et plus les livres numériques, et Yves, médiateur numérique au réseau de la Médiathèque de Rouen, d'accord, très bien, et pas d'accès à la caméra pour Sylvie Crétet, d'accord, très bien. Nadège, quand vous parlez des livres numériques, vous avez une idée en tête? Parce que de mémoire, vous avez un fournisseur qui s'appelle YouBooks, donc on pourra évidemment parler de ce qu'est YouBooks, ses avantages et ses inconvénients, il y a des avantages et des inconvénients, ou est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'était, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais Oui, c'était vraiment plus en rapport avec cette gestion des livres numériques, parce que nous, on l'utilise énormément dans la fonction cinéma, dans la fonction Skileos aussi, parce qu'on fait même en live, voilà, ou par Zoom, des fonctions sur le sport, le yoga et autres choses. Mais c'est vrai que toute la partie livre, on ne le met pas assez en avant. Et on a beaucoup de demandes parfois de livres un peu numériques qui est possible au vu de la situation actuelle. Et j'avoue que peut-être un petit plus pour moi me permettrait de me remettre dedans et faciliterait l'explication auprès de mes collègues parce que je travaille à Médiathèque de Louviers. Et alors, je ne suis pas l'administrateur, c'est mon collègue qui est le compte administrateur, mais on l'utilise tous pour tout ce qui est gestion. Voilà. Très bien. Très bien. Ben, écoutez, avec plaisir. Alors, ce que je vous propose, je vais me mettre sur le site et je vais essayer de partager mon écran. Alors, du coup, je vais le parcourir brièvement pour vous dire que l'outil permet en priorité une chose dont vous entendez déjà parler depuis quelques années, qui est fondamentale dans le numérique plus qu'ailleurs encore, qui s'appelle donc la médiation. Qui n'est pas la communication, qui est encore autre chose. Et là, vous voyez que dans la page d'accueil, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, puisque j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas que des usagers et des collègues de l'heure, donc il y a une page d'accueil qui permet à la bibliothèque de présenter, en l'occurrence pour l'heure, c'est que les ressources numériques, mais il pourrait y avoir aussi les collections physiques, hein, il n'y a pas de problème, on sait faire les deux. Là, il n'y a que les ressources numériques, que ce soit dans le cinéma, le livre, la presse, etc., etc. D'accord? Avec un pied de page plus technique. Ça, c'est ce qu'on trouve quand on est dans la petite maison. On va avoir une navigation principale en fonction des espaces que l'usager veut trouver. Et évidemment, on a une recherche qui va balayer sur l'ensemble des ressources, en l'occurrence ici, uniquement des ressources numériques. Et puis, vous avez ici ce qui touche plutôt à l'usager. Là, en l'occurrence, je suis sur le compte d'Anne-Sophie. C'est là où on va pouvoir trouver les prérequis de chaque usager, ses favoris, ses messages particuliers, l'historique des consultations qu'il a voulu sauvegarder pour accéder directement les fois d'après, etc. L'intérêt de tout cet outil, c'est notamment ce côté mutualisé qui est complètement, je dirais, transversal aux ressources. J'ai pris volontairement un exemple avec tout près de vous, la bibliothèque d'Évreux, hein, vous êtes vraiment à côté. Si on va par exemple sur le profil de la bibliothécaire d'Évreux, si on va dans les favoris, vous allez voir quelque chose qui va vous plaire. On a fait une thématique sur le cinéma en rapport avec la Normandie, donc tous les films tournés depuis 1920 en Normandie, donc il y en a un paquet. Voyez, un focus sur le festival du cinéma asiatique de Deauville et puis du cinéma américain de Deauville. Donc tout ça, fait par une bibliothèque, en l'occurrence Évreux, peut se retrouver en un clic au niveau de la bibliothèque départementale de l'Eure ou de n'importe quelle bibliothèque de Normandie. Par exemple, on est en train de mettre en place aussi justement Deauville. Mais il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment cet aspect mutualisé est fondamental. Et je dis vraiment parce que peu importe que telle ou telle bibliothèque soit sur Archimède, C3RB, Décalogue, AFI, Infor ou autre, la plateforme numérique vient vraiment s'interfacer indépendamment des configurations portail opaque ou portail SIGB de chaque bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée principale, on va dire comme ça. En l'occurrence, au niveau de la bibliothèque de l'Eure, il y a un choix qui a été fait par l'équipe de proposer de la ressource musicale. Et parmi la ressource musicale qui a été décidée, il y a des playlists, il y a un fonds local qu'on appelle les créations locales chez nous. Historiquement, c'était ce qu'on appelait les sons d'ici et les sons d'ailleurs.
Et il y a des web radios qui sont proposées avec MusicMe, et il y a 10 musiques qui, vous le savez certainement, surtout si vous êtes aujourd'hui dans une journée jeu, puisque des musiques a une grosse activité sur le jeu, notamment en bibliothèque, est un agrégateur de musique en ligne, notamment sur tout ce qui est label indépendant. Donc ça, c'est le choix qui a été fait par la bibliothèque départementale de l'Eure. Nous n'intervenons jamais sur ce choix-là. On peut conseiller en amont en présentant les différents aspects techniques de telle ou telle ressource, évidemment les tarifs de telle ou telle ressource, avantages et inconvénients, mais chaque bibliothèque va après gérer à la carte les abonnements qu'elle veut voir proposer à ses usagers au sein de la bibliothèque numérique. On reviendra après, hein, je fais un premier tour du propriétaire, mais voilà, on reviendra évidemment après. Si je clique sur l'onglet cinéma, dont j'avais pensé éventuellement parler avec vous après, on va trouver de nouveau une page d'actualité, hein, comme on a, avec plein d'articles sur telle ou telle rétrospective ou telle thématique, d'accord ? Ces choses-là, de nouveau, sont propres à chaque bibliothèque en principe, c'est-à-dire que vous êtes libre de faire le focus sur le film que vous voulez, la thématique que vous voulez, raccordé à la nuit de la lecture, au mois du film documentaire ou que sais-je, d'accord. Pour les bibliothèques qui n'ont pas forcément la ressource sur place, notamment en temps pour s'en occuper, nous proposons 2 fois par mois une éditorialisation par défaut qui est faite aussi par un bibliothécaire, hein, et qui permet d'avoir pour les usagers une actualité toujours, je dirais, à jour. Il n'y a rien de plus terrible pour une ressource en ligne, quelle qu'elle soit, d'avoir une actualité qui date de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si aujourd'hui, au mois d'avril, vous présentez le coup de cœur de Noël, disons que ça envoie aujourd'hui un message qui n'est pas en raccord avec les usages sur toutes les plateformes qu'on connaît. Les mises à jour sont quasi quotidiennes. Voilà. Donc, on n'est pas sur la même temporalité. La lecture publique n'est pas, à mon sens, esclave d'une temporalité hystérique de tous les jours ou tous les 3 jours, mais je dirais que 2 fois par mois, à minimum 1 fois par mois, c'est vraiment un prérequis fondamental. Le catalogue, on le verra après, hein, je vais préparer un petit PowerPoint là-dessus, on peut le parcourir en ayant tout un tas d'items, etc. Il y a un onglet formation qui est notamment articulé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autour de Skileos, qui est un agrégateur qu'on va trouver, toutes les formations. Je dis ça, mais je ne suis pas sûr qu'on ait activé Skileos, Fabrice. J'ai un doute. Si, il est là. C'est normalement. Ouais, il est là. Voilà, il est là. Je reste bloqué sur les albums. J'ai pas vu l'écran sur l'onglet sur le cinéma et là l'onglet sur la formation. Là, ça y est. Oui, oui, il y a peut-être un peu de mise à jour parce que les réseaux font que peut-être c'est un peu saturé. J'ose espérer que tout le monde a la bonne page au même moment, d'accord. Donc, je disais l'onglet auto-formation. Là aussi, je le redis à chaque fois. Choix de la bibliothèque d'aller sur Skileos plutôt que tout apprendre ou plutôt que tel ou tel éditeur ponctuel de type les codes Rousseau voilà, les codes Rousseau ou que Assimil ou que Bordas ou voilà. Chaque bibliothèque peut gérer la ressource qu'elle souhaite. Au niveau du livre, alors, c'est un sujet en tant que tel, le livre, effectivement. Il y a aujourd'hui plusieurs écoles, notamment le PNB ou pas le PNB. C'est un peu là que se fait le choix principal, parce que qui dit PNB dit d'avoir un libraire indépendant ou pas, d'ailleurs, local. Quand on n'a pas de libraire local, ça pose d'autres questions. En l'occurrence, là aussi, le choix qui a été fait par la médiathèque de l'Eure, c'est d'aller sur un agrégateur qui s'appelle que nous on appelle Quartier Livre, mais qui s'appelle YouBooks au départ, dont on pourra reparler aussi tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. On a un onglet presse en ligne qui présente une de nos offres presse, qui n'est pas l'offre aujourd'hui principale et majeure qu'on appelle presse en bib. Le différentiel entre les deux, c'est
d'abord le catalogue qui n'est pas tout à fait le même, parce que dans Presse en Bible, on a beaucoup plus de presse, et notamment de presse régionale, et notamment normande. Et également le système, puisque lorsqu'on est sur Presse en Bible, on est sur un quota de 46 documents par mois et par usager disponibles. Alors 46 étant 31 quotidiens et 15 magazines. Là, on est sur un système un petit peu autre, qui est le système un peu historique, le catalogue historique, où on trouve, je dirais, les incontournables de la presse magazine ou de la presse quotidienne. Au passage, vous voyez qu'à chaque fois, il y a une page d'actualité pour permettre de faire une médiation sur telle ou telle thématique. De nouveau, médiation qui est faite par la bibliothèque ou que nous, on peut proposer par défaut. D'accord ? Je ne sais pas si là, Fabrice, vous avez la page qui se met à jour avec une partie du catalogue ? Non, pas à mon niveau. Pas à votre niveau, je vais peut-être attendre un petit peu. Vous me dites quand c'est bon. Oui, non, oui, non. Je vois juste là, oui. C'est bon? Voilà, donc j'imagine que si Fabrice peut y accéder, je vais partir du principe que tout le monde le voit. Si jamais je vois des messages sur le côté, vous me direz. Et puis après, le dernier petit onglet, alors on est sur un onglet jeu, alors pas au sens de ce que vous avez vu aujourd'hui, puisque la bibliothèque n'a pas souscrit à une offre spécifique de jeu, par exemple chez D-Music ou ça pourrait être ailleurs. Ce sont des jeux gratuits que les usagers peuvent utiliser en illimité. C'est pas mal utilisé, c'est toujours tous les mois des milliers et des milliers de gens qui vont sur le puzzle taquin. Alors je suppose qu'il y a des bambins là-dedans qui vont vraiment en open bar. C'est toujours assez rigolo parce que pour moi, c'est des jeux extrêmement datés. Mais bon, voilà, le peu qu'on a essayé de les enlever, on a eu des levées de boucliers, donc on les maintient. Voilà, je reviens à la page initiale. Donc je suppose qu'il va falloir un petit délai pour que tout le monde revienne à la page initiale. Je vais essayer de revenir ici pour voir si j'ai des messages sur le fil de discussion. Donc j'avais Fabrice et Céline qui me disaient qu'ils ne voyaient pas l'onglet cinéma. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez quand même vu ou pas du tout? Pas du tout. Bon, écoutez, donc on refera un petit focus là-dessus tout à l'heure, notamment sur l'aspect complètement mutualisé et collaboratif qui est assez fondamental. Une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon, je vous propose une toute petite étape. Est-ce que vous avez des observations, des remarques, des questions, des critiques, des interrogations quelconques, notamment ceux qui sont amenés à présenter ça à leurs usagers? Est-ce qu'à ce stade, ça vous paraît parfaitement clair, cohérent ou pas du tout? Ou que partiellement? Nous, à la médiathèque de Louviers, vraiment, quand les gens se connectent, on leur laisse un petit livret qu'on a créé qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble. Et après, en fin de compte, ils prennent le temps, on leur dit vraiment de prendre le temps de tout regarder et de revenir vers nous plus tard pour pouvoir nous poser d'autres questions. Comme ça, ça leur laisse le temps d'explorer la plateforme complètement. Mais derrière, on leur montre d'autres choses, d'autres fonctionnalités sur lesquelles parfois ils ne voient pas directement. Voilà. D'accord. Mais c'est souvent un temps qui doit être souvent l'intervention limite entre la première inscription et après le visu, c'est souvent une intervention en 2 temps. Voilà, la première où on explique en gros ce qu'est la plateforme et la deuxième vraiment pour peaufiner tout ce que leurs actions à eux véritablement. Voilà. D'accord. Et Nadège, alors, pardon, je vous appellerai tous par vos prénoms parce que parfois il n'y a que les prénoms qui s'affichent. Oui. Quand vous avez un usager ou une usagère comme ça qui revient vers vous, à ce stade, dans votre esprit et éventuellement des collègues qui sont au contact des usagers, les fonctionnalités, je dirais, de base vous paraissent parfaitement claires? Vous êtes à l'aise ou il y a des zones d'ombre?
Non, non, ils sont. Alors souvent, c'est dû à un problème technique qui est dû au navigateur, souvent, qui revient pour ma part. Après, sinon pour le reste, ce qui est parfois un peu flou, mais c'est parce qu'ils ont besoin de temps de comprendre, c'est tout ce qui est la fonction forfait. Mais bon, ils font rapidement, hein, voilà. Mais après, non, non, c'est pour le reste, les auto-formations et tout ça. Moi, j'ai eu des lecteurs qui reviennent pour tout ce qui est yoga et autre chose. Ils le comprennent bien. Mais souvent, ce qui gêne à la plateforme, c'est dû, voilà, à un problème personnel de cette personne. C'est la connexion Internet derrière qui fait des soucis derrière, mais ça, on ne peut pas le régler. On a un ou deux lecteurs qui ont complètement abandonné parce que ils ont déjà difficulté à avoir Internet, donc en plus la plateforme elle-même est trop lourde pour leur gestion, et on le comprend. Tant que cette fonction Internet, ils n'arrivent même pas à avoir une simple ADSL normale, on va dire comme ça, donc avec une plateforme qui est quand même un peu lourde, qui a besoin absolument d'avoir du réseau un peu pour bien fonctionner. Dès que vous avez un réseau faible chez vous, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est pas mal et que j'essaie d'emmener, c'est après avec l'application en elle-même. Excusez-moi, j'ai mon chien. L'application en elle-même, parce que parfois la 4G peut aider sur un téléphone ou une tablette. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez et notamment sur les derniers propos, parce que effectivement cette question du débit et de l'accès Internet, c'est le nerf de la guerre, et il nous semble qu'on a quand même contribué à résoudre en grande partie cette question depuis que l'année dernière on a mis en place l'application mobile qui permet notamment d'accéder au cinéma, à la presse, aux livres en mode offline, c'est-à-dire qu'un usager, même qui soit dans l'avion ou au fin fond d'une forêt hébroïcienne, vous pouvez lui dire qu'il aura son film sans coupure, sans rien. Il pourra même arriver à la maison, s'il n'a pas beaucoup de débit à la maison, reproduire le film sur sa télé en téléconnecté, etc., parce que l'application permet de faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, pour vous donner une statistique, on a 34% des usages au niveau national qui se font sur l'application mobile. Donc, c'est pas une sur deux, mais enfin, on s'en approche. C'est très conséquent et c'est une fonctionnalité qui est complètement dans l'abonnement initial. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a rien de particulier à payer. Ça peut être une solution, que ce soit à Louviers ou ailleurs, pour ces usagers qui sont un peu en peine d'avoir un débit correct. Ça, c'est clair. Donc, s'il faut, on pourra en parler en aparté pour ceux que ça intéresse, mais l'application fonctionne très très bien et règle cette question-là. Je rebondis sur la discussion. Céline Dorival, si le nom est bon, qui dit que c'est une découverte pour elle. Ça veut dire que vous êtes dans une bibliothèque qui n'est pas dans le réseau de l'heure, ou vous êtes dans le réseau de l'heure, mais vous n'avez jamais mis l'outil à disposition de vos usagers? C'est les deux. C'est les deux. Parce qu'en fait, notre bibliothèque est nouvellement municipale et avec un volet sur le numérique. Et j'ai intégré la structure il y a à peine 2 mois pour mettre en place justement tout le volet numérique. On n'a rien commencé pour l'instant, parce qu'on était sur décalogue au niveau du changement. Donc, au niveau du changement de logiciel, j'entends. Et donc, du coup, on a eu des petits soucis de démarrage. Mais ça y est, les choses arrivent, donc elles se font tout doucement. Et effectivement, je trouve que pour moi, là, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à une mine d'or devant moi, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Mais effectivement, j'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. J'y connais pas grand-chose, en tout cas. J'ai tout à découvrir. Voilà. D'accord. Donc, en complément, je dirais, de l'intervention d'aujourd'hui, sentez-vous totalement libre de m'adresser mail, coup de fil ou autre, s'il faut passer 1 heure ou 2 ensemble pour parcourir tel ou tel besoin, etc. Là aussi, il y a rien à vendre, il n'y a pas de surcoût, il y a rien. Voilà, je me rendrai disponible, que ce soit pour vous, Céline, ou une autre
collègues du réseau, il n'y a pas de difficulté. Je peux faire une petite formation, que ce soit sur l'administration ou sur les ressources, ce sera avec plaisir. Et donc Fabrice me disait qu'il y a 4 personnes connectées qui ne connaissent pas ou n'ont pas la médiathèque numérique, mais dans le réseau de l'heure. On est d'accord, Fabrice, mais qui appartiennent au réseau. Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas, d'accord. Pour préciser, voilà, je suis près de Rouen. Donc, vous êtes près de Rouen, donc ouais. Seine-Maritime alors. Voilà. D'accord. Donc, vous n'avez pas vocation à utiliser l'outil. À distance, au vu de ce que vous veniez de présenter, je me disais que c'était peut-être possible, mais peut-être que non. A priori, de ce que vous dites là. Je pense que Fabrice confirmera que la bibliothèque doit être dans le réseau de l'heure. Oui, tout à fait. Oui, donc on est en train de faire passer une mine d'or devant les yeux de Céline qu'elle ne pourra pas utiliser. Mais je n'ai que des catastrophes du ce matin, donc c'est une de plus. C'est pas grave, c'est intéressant quand même. Comme ça, elle pourra soit voir avec sa municipalité ou alors avec la MDSM, qui est la médiathèque départementale de Seine-Maritime. On est déjà en lien avec la MDSM. Oui, j'en parlerai à mon collègue directeur. Voilà, d'accord. Bon, donc, écoutez, les 3 autres personnes, pareil, sentez-vous libre de me contacter. Idéalement, que vous soyez plutôt raccordé au réseau de la BDP de l'Eure. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas vous fermer la porte. Vous êtes tout à fait bienvenus et je vous ferai quand même un petit tour d'horizon de ce qui existe, etc. Ça vous servira toujours par ailleurs, que ce soit pour aller dans les ressources numériques avec nous ou n'importe quel autre partenaire, prestataire. Pas de difficulté. L'intérêt, c'est que vous y voyez clair, vous. Voilà, que vous puissiez après faire vos cheminements personnels. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas et vraiment, je l'adresse à tout le monde. Merci. Sur ce qu'on a vu là sur le petit tour d'horizon, donc j'en déduis que les autres personnes ont déjà utilisé la ressource au moins une fois. Donc, tout ce qu'on vient de voir, pour vous, ne pose aucune question. Vous pouvez me le confirmer simplement, si jamais? Bon, donc on va partir du principe que ça roule. Ce que je vous propose, c'est du coup d'aller sur la question initiale de Nadège, sur le livre. Alors, je repartage. Laurence dit jusqu'ici, tout va bien, ça me fait penser à un film, effectivement. C'est noté. Donc, je reviens sur la page de la BDP de l'Eure, que vous devez normalement voir, et je vais cliquer sur l'onglet Livres. Je vais espérer que la mise à jour se fasse voilà, dans les secondes qui viennent. Normalement, vous arrivez sur la page à la une où il y a un article sur les petits crimes à l'islandaise. En gros, aujourd'hui, pour faire simple, il y a 3 possibilités pour une bibliothèque de proposer du livre numérique. Il y a ce qu'on appelle, nous, YouBooks, quartier livre. Il y a le PNB qui est arrivé un petit peu après, qui est un dispositif émanant du ministère et du syndicat des éditeurs, au bénéfice essentiel plutôt assumé des libraires indépendants, du réseau des libraires, puisque l'idée était vraiment de venir en soutien du réseau des libraires indépendants qui, on le sait tous, sont en difficulté depuis de nombreuses années. Même si ça va mieux avec le confinement, paradoxalement, il y a eu un élan de patriotisme autour de la lecture, donc les gens se sont mis à acheter des livres. Ce qui est rigolo, c'est que les études montrent qu'ils ne les lisent pas, mais bon, c'est un autre débat. On va dire que c'est la moitié du chemin qui est fait, déjà pas si mal. Et puis, il y a un 3e opérateur qui est spécifique, qui s'appelle Isneo, qui est l'agrégateur de bandes dessinées, donc avec un catalogue d'à peu près 10 000 titres. Alors, je vais tout de suite vous repréciser que le choix qui a été fait par la bibliothèque départementale de l'Eure a été de mettre YouBooks, quartier livre. Alors, très vite fait, avantages, inconvénients des 3. Le premier avantage de YouBooks, c'est la quantité de titres proposés, puisqu'on n'est pas loin des 85 000 au dernier pointage que j'avais fait il y a quelques semaines. Paradoxalement, c'est aussi leur inconvénient, puisque c'est un peu foutoir. Et dans les 85 000 titres, vous avez des choses extrêmement intéressantes avec des très beaux éditeurs indépendants de type Philippe Piquier, de type Diable Vauvert, de type Bragelonne, de type Erol, de type Forge du Vulcain. Enfin voilà, il y a des très beaux éditeurs indépendants. Et puis, il y a des choses beaucoup plus contestables de l'auto-édition, de la micro-édition. Alors là,
s'ouvrent à la bibliothèque deux possibilités. Soit la BDP dit on garde tout et puis chaque usager fera un peu sa vie. Soit il y a un travail de curation qui est fait, qui peut d'ailleurs être fait conjointement avec les autres bibliothèques de France, puisque d'autres ont déjà fait ce travail un petit peu d'écumer le catalogue, pour, entre guillemets, ne proposer que ce qui aurait, entre guillemets, une valeur intellectuelle plus ou moins notable, et passer sous silence les livres qui paraissent beaucoup plus discutables. Il faut savoir que Ubooks ne fait pas ce travail d'écrémage. Nous, on ne peut pas se permettre de le faire parce qu'on n'est pas à votre place. On ne peut pas préempter votre choix de politique documentaire ni politique d'acquisition. Mais par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est vous mettre tous les moyens à disposition pour que vous puissiez le faire. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect catalogue. Il y a un autre avantage énorme de Ubooks, c'est le côté très facile techniquement. Il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas d'Adobe. C'est du streaming pur et dur, compatible sur notamment les tablettes et les téléphones, et évidemment les ordinateurs. Donc, si j'en juge par les très très faibles retours de difficultés techniques que l'on a, on est à moins de 2%. On va dire que techniquement, ça roule sans aucun problème. Troisième avantage de cette ressource, c'est son coût, puisque c'est un coût relativement faible pour la bibliothèque. Le ticket d'entrée, il est à 900 € par an. Je crois que l'abonnement de la BDP, en tant que BDP, avec un réseau plus vaste, est plus important, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être aux alentours de 2500 ou 3000 € par an. Fabrice, n'hésitez pas si vous avez le chiffre, à le fournir. C'est très peu cher. Surtout que le modèle économique est assez pratique puisqu'on est dans de l'illimité. C'est-à-dire que vos usagers consultent 3 millions de livres ou 10 millions ou 50, c'est pareil. C'est un énorme avantage. On est vraiment sur de l'open bar. Donc ça, pour Ubooks, vous avez ce côté un peu très vaste du catalogue, très facile d'utiliser, assez peu cher, avec néanmoins un vrai travail utile de la part de la bibliothèque pour d'abord écrémer éventuellement certains titres, et puis surtout faire ce travail de médiation et de recommandation. Vous voyez, par exemple, l'article que vous avez peut-être à l'écran maintenant sur le polar islandais, si la bibliothèque ne fait pas ce travail de médiation, de thématique, l'usager n'aura pas forcément l'idée d'aller découvrir les auteurs de polar islandais, parce qu'en l'occurrence, il ne les connaît pas forcément. Donc, dans le numérique, comme dans le monde réel, j'ai l'habitude de dire depuis des années que c'est toujours le lien indispensable entre le ou la bibliothécaire et son public ou ses publics. C'est l'histoire de la dame, voilà, ma grand-mère qui vient à la bibliothèque et qui dit je pars 2 semaines en vacances, qu'est-ce que je dois prendre comme bouquin? C'est vieux comme le monde, c'est le b.a.-ba du lien entre le public et la bibliothèque. Et ce que Walter Benjamin, pour ceux qui connaissent le philosophe des années 30-40, avait appelé l'aura, on est en plein dedans. Voilà, l'aura du bibliothécaire ou de la bibliothécaire doit absolument se retrouver dans la ressource numérique, par exemple, par le biais de ce genre de recommandations. Le PNB, pour faire un petit pas de côté, ah oui, il y a un inconvénient de Ubooks que je n'ai pas mentionné, qui est quand même très important, qui est un gros inconvénient, c'est que si vous voulez faire la rentrée littéraire au mois de septembre, vous pourrez difficilement la faire parce que des acteurs majeurs de l'édition tels que Gallimard, Flammarion, Actes Sud, Grasset, pour ne parler que d'eux, ne sont pas dans le catalogue Ubooks parce qu'ils ne souhaitent pas pour le moment aller dans justement ce côté open bar. Ils souhaitent garder le modèle économique à l'acte, qui est évidemment plus rémunérateur pour eux. Donc ça, c'est Antoine Gallimard qui est notamment beaucoup à la baguette. Je n'ai pas de jugement, je n'ai pas d'a priori sur la question. Force est de constater que du coup, il y a un blocage qui empêche une bibliothèque de faire voilà, le prix Femina, le prix Renaudot et le prix Goncourt, parce que la plupart du temps, ces prix sont issus des catalogues de majors qui ne sont pas dans Ubooks. Donc, ce qui fait une transition pour le PNB. Là, pour le coup, vous avez quasiment toute l'édition nationale avec les éditeurs et les distributeurs qu'on connaît, Eden, Volumen, etc., qui distribuent tous les éditeurs majeurs dont j'ai parlé et les labels indépendants. Par ailleurs. Ça, c'est l'énorme avantage. L'inconvénient, il y en a deux. Le premier, c'est le modèle économique. On revient sur de l'achat d'exemplaires à l'acte que vous connaissez par cœur, puisque c'est comme ça vos acquisitions de livres.
Et à chaque acquisition est relié un nombre d'exemplaires qui peuvent être empruntés selon un nombre d'emprunts définis pour une durée définie. Donc déjà là, c'est pas simple. Et quand en plus je vous aurais dit que d'un éditeur à l'autre, ces critères changent, vous allez comprendre que c'est pas simple du tout. Donc là, viennent se rajouter des questions de DRM sur les liseuses, donc qui sont quelle que soit la liseuse, que souvent les bibliothécaires ont du mal à gérer et les publics, notamment âgés, qui manquent de bol, sont les premiers emprunteurs de livres numériques, ont aussi du mal à gérer. Donc on perd pas mal de monde en route. Si vous avez des retours personnels sur des expérimentations PNB, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que vous serez assez d'accord pour dire que ce n'est pas le système le plus simple. Aujourd'hui, on est devant un statu quo technique. Est-ce que ça peut être amené à évoluer? C'est pas les dernières tendances. Voilà, c'est pas la dernière tendance du tout. Troisième éditeur dont je parlais tout à l'heure, Isneo. Avantage, modèle très simple, on est sur de la consultation, donc la bibliothèque achète par exemple 1000 consultations à l'année, il n'y a pas de minimum, je dis 1000, ça peut être 500, ça peut être 200, peu importe, chaque usager qui consulte une BD, il a 1 an pour y retourner en illimité, sans aucun surcoût, et lorsque la bibliothèque a fini son quota, elle peut reprendre un quota comme elle veut, et si elle n'a pas dépensé tout son quota, il est reporté sur l'année d'après, et le coût est très simple, puisqu'on est sur 1 euro la BD, que ce soit de la nouveauté ou de l'ancien, que ce soit 20 pages ou 300 pages, c'est un coût unique, donc c'est très simple. Et il y a un abonnement annuel à payer qui est le même pour toutes les bibliothèques de France, qui est de 490 € lorsqu'on est municipal et qui est de 1190 € lorsqu'on est BDP ou très grosse interco. Donc voilà sur le livre, un petit tour d'horizon. Est-ce que, alors je reviens sur la page de Google, voir si, je crois que c'était Sylvie notamment qui posait la question sur le livre. Est-ce que j'ai répondu ou pas du tout? Alors, Fabrice a précisé, l'abonnement de la bibliothèque, donc c'est 1990 € pour 500 comptes actifs. Donc voilà, on est à peu près à 2000 €, ce que je pensais. Et Laurence Dérouville, évolution prévue vers des droits DRM LCP sans Adobe pour PMB, absolument. Il y a une évolution prévue qui est déjà en route, d'ailleurs. Je crains que ça ne règle pas tous les problèmes de ce que j'en ai expérimenté moi-même. Et puis, il y a en plus, après, des questions qui sont pratico-pratiques, qui sont bêtes comme chou, mais que vous avez peut-être expérimenté si vous faites du prêt de liseuse avec la gestion de la taille des caractères, la gestion de l'intégration de tel ou tel catalogue ou tel livre. Enfin, c'est pas simple du tout. Voilà, j'ai rien contre, mais l'honnêteté intellectuelle me contraint quand même à admettre que c'est pas extrêmement pratique. Voilà. Donc je reviens. Non, c'était pas Agnès qui avait posé la question sur le livre. Alors peut-être que la personne est partie. Hein, je sais. Je sais plus tout le monde. Est-ce que sur le livre vous avez des questions complémentaires? Fabrice, soit vous les avez pré-briefés, soit il y a une timidité, soit je suis clair. Non, mais je pense, je sais pas, c'est l'heure de la digestion. Non, mais je n'ai pas du tout. C'est l'heure de la digestion. Bon, eh ben, je veux surtout pas interrompre le processus digestif, donc je vais poursuivre tranquillement. Effectivement, Fabrice a relevé tout à l'heure quelque chose de très intéressant, qui est l'évolution statistique, ce qui va me permettre de faire un petit pas de côté sur les statistiques que vous avez dans le back-office de la bibliothèque départementale, qui est ici. Alors, est-ce que vous voyez cette page ou pas encore? Non. Non, je vais attendre 2 petites secondes qu'elle arrive. Vous me dites. Ce qui est frustrant, c'est que je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, comme il y a un décalage assez important en temps, toujours je ne sais pas pas si c'est lié. Non, toujours pas. Non. Ça va venir. Ah, ça y est. Oui, c'est bon. Voilà. Bon. Là, vous avez la page d'accueil que Fabrice connaît par cœur, puisque c'est l'administration, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler l'arrière-cuisine. Ce que je vous montre là, c'est vraiment la page d'accueil de l'admin qui permet sur la partie gauche
de voir la gestion purement comptable du nombre de comptes, du nombre de jetons, du nombre d'accès aux ressources, quelles qu'elles soient, aux Stone, à 6000, Bordas, Kileos, etc. Et sur la partie droite, vous avez une partie de la médiation collaborative. Vous voyez par exemple en temps réel tout ce que les autres bibliothèques de France ont publié comme article sur une ressource ou sur une thématique particulière. Là, vous voyez qu'il y a 1 heure, la BDP de la Loire-Atlantique a fait un article sur Story Player. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je remonte un petit peu, vous voyez, la Loire-Atlantique a fait pas mal d'articles sur les ressources jeunesse, visiblement. Il y a des articles qui sont faits par nous. Vous voyez, il y a 20 heures, donc je suppose que c'est hier, sur le cinéma chilien, le cinéma argentin, le cinéma portugais. Visiblement, chez moi, il y a quelqu'un qui travaille sur les cinémas hors France et hors États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez la page, si elle se met à jour ou pas. Non. Donc, vous êtes toujours sur la partie Story Player, etc. On est d'accord? Oui. Bon, bah écoutez, Oui. on va rester là-dessus. Et ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais aller sur mes statistiques pour vous les afficher. Statistiques, on va prendre par mois depuis le début de l'année. Hop, ça va se faire assez rapidement. Alors, il y a quelques secondes de moulinage. Et donc, ce que disait Fabrice tout à l'heure est quelque chose qu'on a observé, pas partout. Souvent, le cinéma reste quand même la locomotive des ressources en ligne. Chez vous, ça a longtemps été le cas. Aujourd'hui, il est vrai que la ressource livre a fait une vraie percée, ce qui est d'autant plus étonnant que vous n'avez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les locomotives, vous n'avez pas les grosses maisons d'édition. Donc, ce qui valide quand même le choix de l'éditeur YouBooks, puisque visiblement les gens y trouvent chaussures à leurs pieds. D'ailleurs, c'est valable dans beaucoup de bibliothèques de France, pour ne pas dire toutes. Hein. C'est une ressource qui fonctionne très très bien, mais ça donne aussi un petit goût de regret, puisque si dans cette ressource était disponible Amélie Nothomb, Musso, enfin tous les gros titres du box-office livre, ben, je pense que ça fonctionnerait d'autant mieux. Donc, on ne peut que regretter que ces éditeurs-là ne soient pas là. Alors, hop, c'est en train de mouliner en termes de statistiques. Voilà. Aujourd'hui, vous avez, alors je pense que ça va se mettre à jour, hein, le partage. Vous avez 276 usagers, alors c'est des statistiques que j'ai faites depuis le 1er janvier. Hein. Vous avez 276 usagers qui n'ont consulté depuis janvier qu'une seule ressource. À l'inverse, vous avez un usager ou une usagère, hein, je ne sais pas, qui a consulté 16 ressources différentes, donc c'est-à-dire à peu près 5 par mois. Vous avez la page qui s'est affichée? Oui. Oui, vous voyez, donc c'est un tableau qui est disponible pour la bibliothèque en temps réel, hein, dans l'outil statistique. Je pense que Fabrice pourra confirmer que l'outil statistique chez nous est un atout assez majeur. Il y a notamment la bibliothèque départementale du Bas-Rhin qui m'a dit que c'était un vrai outil de gestion et d'outil d'aide à la décision, tellement on était dans des choses très, très pointues. Quand on descend un petit peu plus bas dans les usages, voilà, ça va se mettre à jour chez vous. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la ressource la plus utilisée, aujourd'hui, c'est le film Antoinette dans les Cévennes qui a été consulté 206 fois. Et derrière, c'est un livre, Un appartement à Paris, qui a été consulté 174 fois. Donc, pour vous donner une idée, 174 fois pour Un appartement à Paris, c'est plus que Les Apparences, qui est un des films qui marche énormément en ce moment, qui n'a été consulté, entre guillemets, que 138 fois. Est-ce que vous avez la page qui s'est mise à jour? Oui. Hein, vous voyez là, ici le détail de chaque ressource. Vous voyez que dans la ligne, par exemple, la ligne 11, on a l'allemand. Vous voyez étonnamment, au niveau de l'heure, on apprend davantage l'allemand que l'anglais, par exemple. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des jeux gratuits. C'est normal. Sur la base aérienne d'Évreux, il y a un nouveau, comment dire, une nouvelle compagnie militaire allemande qui vient s'installer ici à Évreux. C'est peut-être pour ça. C'est rigolo, hein, c'est rigolo l'impact. Là, on est vraiment dans l'aménagement du territoire, hein, pour le coup. C'est assez drôle. Et vous voyez que la ligne numéro 7, c'est le jeu de Memory, qui est un des petits jeux gratuits dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment très étonnant de voir à quel point ces jeux
sont consultés, vous voyez, 114 fois. C'est très, alors que c'est un jeu qu'on peut trouver n'importe où. Enfin, c'est très, très étonnant. Bon, voilà. Et je voulais vous montrer au niveau du département les tranches d'âge, parce que je ne sais pas si vous avez cette information. Donc, je clique dessus et vous allez avoir ça rapidement. Voir si vous êtes dans la mouvance nationale ou pas. Mouline, ça ne devrait pas être trop long. Voilà. Donc, la page va se mettre à jour chez vous. Dans le public le plus assidu sur le numérique, eh ben, c'est quand même une surprise, ce sont les plus de 55 ans. Alors, je ne sais pas si ça représente localement dans votre réseau, chez les unes et les autres, la photographie de vos publics d'aujourd'hui, mais on voit que les plus de 55 ans représentent 364 usagers sur 1277, donc on est pas loin du quart, quoi. Donc c'est impressionnant, 25% quand même. Et à contrario, les 15-25 représentent quasiment la tranche d'âge la moins utilisatrice de vos ressources en ligne, ce qui est quand même une petite anomalie. Il y a d'autres territoires où c'est pas le cas, où ils sont plus actifs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a éventuellement, pardon, hop, je ferme. Est-ce qu'il y a éventuellement une communication qui a volontairement pas été faite vers les jeunes publics, les jeunes actifs? Voilà, ça c'est peut-être Fabrice qui peut nous dire, mais vous voyez que c'est quand même très flagrant, notamment sur l'espace musique. Aucun gamin quasiment n'utilise la musique chez vous, quoi. C'est vraiment spectaculaire. Ça, on s'en est rendu compte et c'est pas du tout, ça reflète pas du tout les publics en fait qui empruntent les ouvrages physiques, puisque là, nous, on est plus sur la jeunesse ou plus sur les jeunes adultes, plus que les plus de 55 ans. Et la musique, oui, on s'en est rendu compte effectivement. Et là-dessus, c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire. Je pense que les jeunes ont du mal à aller sur des choses ou des ressources qu'ils ne connaissent pas ou peu. Ils sont vraiment beaucoup plus sur leur plateforme payante, on va dire, Deezer, Spotify, pour ne pas les citer. Mais ouais, c'est vrai que ça, ou YouTube, hein, ou YouTube. Ou YouTube. Et pourtant, on a communiqué. On a pas mal communiqué auprès des collégiens, des lycéens, mais ouais. Ouais, aujourd'hui, il faut pas perdre. Je discutais avec Charlotte hier de la médiathèque de Deauville, où elle ambitionnait de mettre de la musique en ligne en place, notamment avec MusicMe. Bon, j'avais un discours pas très commerçant, hein, mais je disais, Charlotte, il faut être consciente que le premier diffuseur de musique en ligne aujourd'hui, notamment chez les 15-30, c'est YouTube. Donc, c'est une vraie question pour la lecture publique de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est pas une bataille d'arrière-garde? C'est une vraie question. Voilà. En tout cas, vos statistiques viennent plutôt apporter ce genre d'éléments. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette demande quand ils viennent à la médiathèque. Par exemple, ici, nous, à l'oublier, pas du tout. C'est vraiment plus vers les livres, les films, vraiment envie de découvrir le cinéma et d'avoir la musique. Oui, ils ont accès à leur plateforme. Donc, si limite en rajouter une supplémentaire n'est pas dans leur demande pour l'instant. Ce qui est assez étonnant par rapport à ce que vous dites, Nadège, c'est que quand on regarde le cinéma, si je prends la tranche 15-25, qui est une tranche qui utilise beaucoup le cinéma, on est à peu près à 5 fois moins d'utilisateurs que les plus de 55 ans. Et la formation, c'est quasiment 10 fois moins, alors que quand on est à 15-25 ans, on peut imaginer que le soutien scolaire notamment soit le cœur du sujet. Et en fait, on se rend compte que soit il y a un déficit là d'intérêt, ou la ressource n'est pas adaptée, ou le cheminement est trop compliqué, ou il y a une défiance, enfin je ne sais pas, mais vos chiffres sont assez interpellants. Après, au niveau du soutien scolaire, souvent, parfois aussi, c'est qu'ils utilisent tous les établissements maintenant ont presque des plateformes pour gestion des notes et du travail et autre chose. Donc, ils passent énormément de temps déjà par la plateforme de l'établissement. Donc, du fait de ça, quand on leur présente aussi de l'autre travail derrière, j'ai l'impression que non, c'est quelque chose en plus, mais qui n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils ont déjà l'autre plateforme sur laquelle parfois déjà ils ont du mal à se connecter ou dessus il y a tout leur travail et voilà. Donc c'est peut-être un engouement
oui. Je dirais, moi, nous, personnellement, alors je vais le dire personnellement, à titre perso, au niveau de la médiathèque, je dirais que si vraiment je faisais un point par rapport à ces âges-là, c'est vraiment de présenter l'application en elle-même. Parce que par Internet en eux-mêmes, je ne sais pas s'ils iraient, mais c'est vrai de faire un point par l'application, peut-être ça apporterait quelque chose de plus. Mais je ne sais pas, vu déjà qu'ils sont bien entourés de différentes plateformes, dont YouTube et au niveau scolaire, je ne sais pas si une de plus, ils iraient aussi. Voilà. Mais c'est vrai que si je reviens à cette histoire d'outils d'aide à la décision, à la vue des statistiques qu'on voit, pour Fabrice et pour l'équipe du département, il y a peut-être des questions et des arbitrages à avoir, et peut-être que c'est à vous, localement, de faire remonter quand même cette information, si selon vous, par exemple, la musique et l'auto-formation sont des sujets encore ou pas, ou est-ce qu'il faut peut-être, entre guillemets, laisser tomber telle ou telle ressource pour peut-être réorienter sur telle autre. Mais c'est vrai que les statistiques vous permettent d'avoir une visibilité relativement objective et rationnelle pour savoir quelle politique documentaire vous mettez en place et quelle politique d'acquisition de ressources numériques vous mettez en place. On s'est aussi rendu compte que cette année, enfin depuis un an, effectivement, comme le disait Nadège, les jeunes ont quand même pas mal déserté les offres de formation que nous, on leur proposait, puisqu'ils ont les ENT, les différentes offres qu'ils ont dû suivre à cause de la pandémie. Donc, effectivement, ils ont un peu déserté, puisqu'ils saturent un petit peu, je pense. Oui, je comprends bien, oui. J'ai essayé de voir, j'ai lancé une requête dans votre outil d'administration pour essayer de voir si la ventilation par bibliothèque se fait. Au niveau des champs usagés, vous gérez bien les bibliothèques, Fabrice, hein? Les bibliothèques locales, oui, hein? Donc, ce serait intéressant de montrer un peu au réseau. Je ne sais pas si les différentes personnes qui sont là ont accès de temps en temps ou pas du tout à l'outil d'admin. Je vais revenir sur ma page. Les jeunes préfèrent regarder les séries et les moins jeunes aussi. Nous, oui, d'accord. Oui, c'est pas faux. On en parlera tout à l'heure sur l'aspect cinéma. Là, je vous mets la ventilation de votre territoire au niveau de l'heure par bibliothèque. Alors, n'hésitez pas à me dire quand c'est visible, quand ça s'affiche bien. Mais on voit que notamment, il y a 2 bibliothèques qui se détachent, peut-être 3. C'est Louviers, Bourrachard et Trépagny. Sur les 3 bibliothèques où il se passe le plus de choses, visiblement. Bon, effectivement, là. Vous les voyez? Ça s'affiche? Oui, oui. Oui, c'est ça. Sur Louviers et Trépagny, il y a des médiateurs du numérique, donc ce qui peut expliquer aussi cela. Et Bourrachard? Non, mais ils sont assez actifs, effectivement. Ouais. D'accord. Alors, on voit ici que les usagers Covid sont… Ah, il y a Vernon aussi, Vernon qui s'en sort très bien, oui, absolument. Qui fait jeu égal avec Louviers. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que la répartition entre Louviers et Vernon se fait quasiment copier-coller en termes de la répartition entre le cinéma, la musique, l'auto-formation et le livre. C'est quasiment un copier-coller entre Vernon et Louviers, hein. C'est assez rigolo quand même. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, ça s'est affiché. Oui. Et voilà, et puis on voit effectivement des bibliothèques avec des topographies un peu différentes. Le Neubourg, où il y a quasiment que du cinéma qui est consulté, par exemple, alors qu'à Sacanville, il n'y a que du livre. Donc ce serait intéressant de voir si c'est là où le bibliothécaire local qui fait un travail spécifique sur telle ou telle ressource et qui du coup met en avant plutôt celle-là qu'une autre, ou s'il n'y a aucun travail et c'est les usagers qui sont spécifiquement attirés sur telle… Enfin, c'est très rigolo. Dans tous les cas, voilà, l'outil statistique permet quand même de voir ce genre de choses qui est assez étonnant. Alors, si vous êtes d'accord, je ne vais pas parcourir tout l'admin parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour vous. On va faire un petit focus sur le cinéma, sauf à ce que vous ayez, je remets mon petit écran, sauf à ce que vous ayez à ce stade éventuellement d'autres questions, soit plus générales, soit sur le livre ou l'auto-formation ou la presse, ou l'aspect statistique que je viens d'aborder.
Non? Eh bien, donc, allez. Donc, je vais mettre de côté mon petit hop et hop, et je vais ouvrir mon PowerPoint. Voilà. Et je vais essayer de le mettre en mode lecture pour voir si. Est-ce que ça s'affiche? Pas encore. Je ne sais pas si le fait d'être ne plus être sur. Encore. Ça s'affiche? Ça y est. Voilà. Alors, je passe à la première diapo. Ça s'affiche peut-être pas tout de suite, la première diapo. C'est bon? C'est bon? Alors, je vous laisse le parcourir, parce que je vais simplement effectivement faire le tour des principaux points. Je vous parlais tout à l'heure d'un catalogue relativement exceptionnel. C'est bien de le dire, c'est mieux de le démontrer. D'un point de vue quantitatif, je vous ai mis les 3-4 catalogues essentiels en France, qui sont Canal VOD, Médiathèque numérique Arte, Amazon Prime et Netflix. On voit que Canal VOD émarge aujourd'hui à peu près 18 000 programmes, Arte à 6 600, 6 700, Amazon Prime 4 009 et Netflix 3 500. Sachant que pour Amazon Prime et Netflix, il y a un gros bémol puisque 60% de ces contenus, 70% de ces contenus sont effectivement des séries. Donc, d'un point de vue cinématographique, entre guillemets, pur, on est un peu hors course. En revanche, effectivement, c'est là que se draine tout un tas d'usages, comme j'ai vu tout à l'heure dans le message, autour des séries comme Le Jeu de la Dame, Peaky Blinders ou autres qui ont cartonné. Ce qui se passe en revanche, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour des 3-4 séries phares, on a aujourd'hui des études qui montrent que les gens tournent un peu en rond et ne trouvent pas forcément leur compte sur l'aspect cinéma. Mais en tout état de cause, quand vous proposez, je dirais gratuitement à vos usagers plus de 12 000 programmes, vous êtes clairement plus intéressant que la plupart des plateformes existantes en France. Donc ça, il faut que vous en ayez vraiment, vraiment conscience. Et parmi ces 12 000 programmes, ben, vous en avez plus de 500 qui sont totalement en accès libre, illimité, sans aucun coût pour la bibliothèque, et qui ne décomptent pas de films du quota mensuel de vos usagers. Alors, vous avez un package qui est là toute l'année, mais qui est agrémenté au fur et à mesure de thématiques. Par exemple, pour le mois du film documentaire, je négocie avec tel ou tel producteur de films documentaires que tel ou tel film soit disponible gratuitement en illimité pendant les 3 semaines ou 4 semaines du mois du film. Je vais à la diapositive suivante. Vous me dites si vous l'avez bien. Et n'hésitez pas, évidemment, à chaque fois à poser des questions. Je ne vous vois plus. Hein, moi, sur mon écran, je vois que ce que je partage. Donc, si vous avez des réactions dans un sens ou dans un autre, je ne le vois pas. N'hésitez pas à activer votre micro et à faire une petite pause ou un petit peu de côté. Hein. La diapo est là, c'est bon. Voilà. Donc, la suite, vous avez un catalogue sur les 12 000 titres qui est très important aussi dédié au jeune public. Alors, on ne se contente pas de mettre un catalogue pour les jeunes publics, on va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on fait toute une gestion et un accompagnement sur l'accès pour les plus jeunes aux ressources. C'est-à-dire que Antoine, il a 8 ans. Comme il a 8 ans, lorsqu'il va se connecter avec sa carte lecteur, il n'accède pas au catalogue principal. Il va directement dans l'espace jeunesse dans lequel ne figure que tel ou tel film jeunesse. Ça peut être de la fiction, hein, il peut y avoir peut-être Bienvenue chez les Ch'tis, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est là sur le fait qu'il ne peut pas tomber sur La vie d'Adèle ou Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Ça, c'est parce qu'il a 9 ans et que la bibliothèque a décidé qu'en dessous de tel âge, on arrivait directement dans l'espace jeunesse. Et j'insiste, c'est bien la bibliothèque qui met ce critère-là, c'est pas nous. Et puis, Julie, elle a 14 ans. Donc, évidemment, comme elle a 14 ans, elle n'a absolument pas envie d'être dirigée sur cet espace jeunesse. Donc, elle va dans l'espace principal, dans le catalogue principal adulte. Simplement, comme elle a 14 ans, et qu'on le sait, puisque vous remplissez la date de naissance de vos usagers, eh bien, tous les films interdits par exemple au moins de 16, je reprends l'exemple de Massacre à la tronçonneuse ou Orange Mécanique ou Emmanuel ou La vie d'Adèle, enfin des choses comme ça, eh bien, ce film-là, elle ne pourra pas y accéder. Donc, il y a vraiment une gestion très fine de l'accompagnement des jeunes publics, ce qui permet à la bibliothèque d'être relativement tranquille et ce qui est d'ailleurs un des points qu'on nous remonte assez souvent. Notamment, on a des courriers d'élus qui nous savent gré de
cette gestion-là parce qu'ils nous disent on est tranquille avec ça, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de contenu inadapté et pour un élu, c'est important de ne pas avoir ce genre de risque au niveau de ses publics. Voilà. Dans les petits bonus, vous avez effectivement des interviews exclusives de réalisateurs que l'on fait au fur et à mesure de l'année. Vous avez un catalogue qui s'enrichit de plus en plus de réalité virtuelle. Donc, pour ceux qui veulent notamment faire de la médiation, etc., de l'animation sur place autour de la VR, c'est possible. Vous avez tout un tas de catalogues et de films. Là, on parle de plusieurs centaines qui sont en exclusivité totale ou en avant-première. Donc, c'est intéressant que vous puissiez dire à vos usagers ce film-là, il est chez nous et il ne sera pas ailleurs. Et donc, c'est quand même un énorme avantage pour la lecture publique de ne pas être le catalogue qu'on regarde en disant oui, enfin, il n'y a pas grand-chose chez vous. Au contraire, vous pouvez dire non seulement il y a de la quantité, mais il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs et il y en a beaucoup. Et puis, la médiathèque numérique chez nous, c'est aussi une action au long cours avec des éditeurs pour permettre la restauration de films du patrimoine, notamment des années 40 et des années 50. Voilà, on peut citer en ce moment Le Bataillon du Ciel, Les Grandes Manœuvres de René Clair, on peut citer Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois. Voilà, ce sont des films sur lesquels on est en train de travailler sur la restauration pour pouvoir vous proposer une version dans les semaines et les mois à venir. Et là, de nouveau, ce seront des films que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc, je vous ai fait quelques petits voilà, sur l'idée que vous trouvez dans ce catalogue du cinéma vraiment grand public et familial, y compris les nouveautés, que vous y trouvez aussi du familial, de la nouveauté, pas que français, mais notamment américain, voilà, du gros box-office, que vous pouvez trouver du cinéma d'auteur, que ce soit français ou à l'étranger, et là, pour le coup, avec des choses qu'on ne trouve vraiment pas forcément ailleurs, notamment si je vous parle de films d'Alain Guéraudy, par exemple, ou de Jean-Daniel Paulet, ou de Jean-Paul, voilà. C'est des films qu'on trouve... voilà, c'est tout le travail de la bibliothèque de valoriser des pans entiers de cinématographie qu'on peut faire découvrir au public. Voilà. Pareil pour le cinéma documentaire de création, je ne sais pas s'il s'affiche en temps réel. Pas encore. Alors peut-être que, voilà, je vais peut-être revenir sur les États-Unis d'abord. Vous me dites quand ça s'affiche. J'ai pris quelques illustrations. Oui, non? Non. Non, d'accord. Et dire que j'ai la fibre. Ah, Bah oui, mais vous, oui, mais pas nous. Et peut-être pas vous. Peut-être pas. Toujours pas? Toujours pas. non. Ah, pourtant, je suis dans la version la moins lourde possible à vous montrer. Écoutez, je vais faire défiler, je vais vous faire oralement, puis vous n'aurez pas le support visuel, sinon je vais vous faire perdre du temps pour pas grand-chose. Hop, donc je parlais du cinéma documentaire de création qui vous permet d'avoir un catalogue notamment très adapté si vous voulez vous lancer dans le mode du film documentaire. Pour ceux qui connaissent un peu ce cinéma documentaire de création, vous retrouvez notamment chez nous des films que vous trouvez labellisés par Images en bibliothèque ou Les Yeux Doc ou TENC. Enfin voilà, vous avez vraiment des pépites. C'est pas sur Netflix qu'on va les trouver, mais vous les avez. On a également un très gros catalogue, je crois l'un des principaux en France, de cinéma de grands classiques. Donc là, vraiment des premières heures du cinéma des années 10-20 jusqu'au ce qu'on a appelé un peu l'âge d'or, entre 45 et 75. Vous allez retrouver tous les films incontournables. Pour vous donner une idée, c'est un chiffre que je cite dans la diapo. Sur les 100 films qui ont fait le plus d'entrées dans le cinéma français depuis 1945, vous en avez 91 au catalogue, ce qui est quand même juste exceptionnel. Vous avez donc les grands classiques, mais vous avez aussi le cinéma de demain avec donc le cinéma en VR dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis vous avez un catalogue qui est un des plus importants en Europe, qui est le catalogue de courts-métrages que l'on a monté patiemment, notamment avec le Festival du court de Clermont. Et là, vous avez des milliers de films qui sont souvent en avant-première. D'ailleurs, vous les récupérez en avant-première. Et vous avez les grandes dates du cinéma court avec des palmes d'or, des Oscars, etc., etc. Donc, c'est vraiment là aussi
pour faire découvrir ce cinéma-là, vous avez une mine d'or. Je reprends l'expression que l'une d'entre vous a utilisée tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas. Ça s'affiche toujours pas. Je ne sais pas ce que vous voyez là, pour le coup. On est toujours sur les ch'tis intouchables. Voilà. Vous avez quelques diapos de retard. Écoutez, avec un peu de chance, ça aura bougé. Je vous expliquais aussi que, comme pour le reste des contenus numériques, au niveau de la VOD, vous pouvez confectionner votre offre comme vous le voulez. Alors, vous pouvez la confectionner de deux façons. D'abord, visuellement, puisque le graphisme, etc., d'une bibliothèque à l'autre, on n'a pas forcément la même chose. Je peux que vous montrer 2-3 exemples tout à l'heure, mais je le ferai avec plaisir si la connexion nous en donne l'occasion. Mais vous avez aussi la possibilité de gérer et de maîtriser complètement le contenu. Par exemple, il y a des titres que vous ne voulez pas afficher, et ben vous les affichez pas. Mais ça, c'est valable également pour le livre, c'est valable pour l'auto-formation, etc. Vous dites que vous êtes fâché avec Charlie Chaplin, ben vous enlevez tous les films de Charlie Chaplin du catalogue, par exemple. À l'inverse, vous adorez Charlie Chaplin et vous considérez qu'on ne peut pas vivre sans tous les jours voir un Chaplin, et ben vous faites un article avec une thématique Chaplin que vous mettez régulièrement en avant. Et troisième facette de cette maîtrise, si vous êtes en train de recevoir un auteur, notamment de cinéma documentaire par exemple, à Louviers, et que ce film-là n'est pas au catalogue, vous m'envoyez un mail et je rajoute le catalogue pour la médiathèque de Louviers. L'intérêt, c'est qu'il sera disponible pour toutes les bibliothèques de l'Eure, mais par-delà, il sera également disponible pour toutes les bibliothèques de France et de Navarre. Donc, là, on revient sur le côté tout à fait collaboratif. Alors, j'avais quelques petits exemples de collaboration, de médiation collaborative, mais du coup, je ne vais peut-être pas les dessus, que vous ne pourrez pas les voir. Dans les médiations événementielles que nous vous proposons, un peu clé en main, il y a notamment le mois du film documentaire qu'on fait depuis plus de 10 ans, avec des thématiques spécifiques, des rétrospectives, etc. Cette année, par exemple, on a fait une carte blanche à Marie Voignet, qui est une réalisatrice connue du monde documentaire, qui a eu une carte blanche sur un film qu'elle a choisi, qu'elle a accompagné, etc. etc. Vous avez une médiation aussi événementielle sur l'égalité femmes-hommes qu'on vous met à disposition depuis un moment avec des DVD spécifiques, des consultations VOD, des thématiques en VOD spécifiques, des expositions, etc. Vous avez le festival Chacun son cours, que vous connaissez peut-être parce que la VDP de l'Eure y a participé pendant de nombreuses années, qui permet à vos usagers, à travers tout le département, de voir en avant-première des films issus de la compétition Clermont et surtout de voter pour leur film préféré. Et ça permet de désigner un prix du public tous les ans sur le cinéma adulte et sur la sélection jeunesse. Il y a depuis 2 ans également un prix papillon qui est mis en place avec les détenus de maison d'arrêt, le dernier étant remis par les détenus de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, avec la BDP des Landes en l'occurrence. Et je suis allé passer une journée en prison avec les détenus pour leur présenter, faire un peu d'éducation à l'image, etc. Donc c'est là aussi une facette de la médiathèque numérique qui est assez intéressante. Cette année, on a inauguré une nouvelle médiation avec les Césars, puisqu'on a permis aux usagers d'accéder aux films qui étaient nommés au César et de voter comme s'ils étaient membres de l'Académie. Et ça permettait aux usagers de dire, ben voilà, pour nous, le César du documentaire, du cours, etc., c'est ce film-là. Et éventuellement, c'est drôle de voir la correspondance entre le vote du public des usagers et le vote national qui dessert des Césars. 2021, c'est pour nous l'année Robert Enrico, donc je ne vais pas s'étaler dessus, mais on fait une énorme rétrospective avec notamment l'héritier Jérôme Enrico sur ce réalisateur phare des années 70, où là, voilà, on va avoir des conférences en bibliothèque si le Covid permet de le faire, bien sûr, une exposition, des rétros, etc., etc. Je vous parle de l'outil métier dont on a un petit peu abordé l'administration tout à l'heure, donc avec les outils statistiques, avec la gestion des tâches d'administration, c'est-à-dire que vous pouvez dire que telle bibliothèque à Louviers accède à telle fonctionnalité de l'administration, et puis peut-être que Bourrachard a d'autres fonctionnalités et d'autres compétences au niveau de l'outil d'administration. Ça, c'est un gros atout pour un travail en réseau. Vous avez également le portail documentaire intégré, dont on ne parlera pas forcément beaucoup, mais qui permet aux bibliothèques qui le souhaitent, dans le cadre de leur abonnement numérique, d'avoir un portail documentaire tout bête qui vient s'interfacer avec son SIGV.
J'avais mis en place quelques outils pour vous montrer les différences entre les plateformes Netflix, Amazon, Disney et les bibliothèques au niveau de l'usage. Par exemple, sur Netflix, on peut regarder, alors je ne sais pas si ça s'affiche chez vous, mais la répartition chez Netflix en termes d'âge, si vous regardez celle de l'heure tout à l'heure, les 15-25 ans représentent 25% des usagers, contre à peu près 5% en bibliothèque. Alors que les 50 ans et plus représentent 26% chez Netflix et pas loin de 40% chez vous, 45% chez vous. Donc on voit qu'il y a une vraie scission en termes d'usage. Voilà. Je continue à faire défiler un petit peu. Je vais parler vite fait de l'application mobile, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui permet donc à vos usagers de charger les films qu'ils souhaitent et de s'émanciper après du débit qui est à leur disposition. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que ça permet après transposer les contenus sur l'ordinateur ou sur la télévision, notamment en Android TV ou pas, par exemple. Vous avez au niveau de la bibliothèque numérique aujourd'hui une fonctionnalité qu'on a rajoutée il n'y a pas très longtemps pour tous les publics qui étaient en difficulté visuelle. Donc ça, vous pouvez le voir. Hop, si j'interromps le PowerPoint et que je reviens ici sur la page là. Est-ce que je l'ai là? Vous avez de nouveau peut-être le... Hop là. Vous me dites si vous avez le site du portail de la BDP. Oui, Il s'affiche bien? on est sur la diffusion la plus polyvalente possible. Ouais, non, alors non, je suis revenu sur le portail de la BDP. Je voulais vous montrer le petit picto que vous verrez. D'ailleurs, il n'est pas en place chez vous, mais je pourrais le montrer sur le site de démo. Hop. Voilà, à un moment donné, le site de démo va apparaître et vous verrez sur la partie droite, en haut à droite, un œil sur fond jaune qui est un outil qui gère l'accessibilité pour les personnes qui sont en difficulté visuelle, avec tout un tas de réglages possibles sur les couleurs de caractères, les couleurs de fond d'écran, les tailles, etc. Je ne sais pas si la page de démo s'est affichée chez vous. Non. Non, toujours pas. C'est pas super confort quand même. Hein. Non, c'est vrai. Il y a quand même un temps de latence qui est pas évident à gérer. Si ça peut vous rassurer, j'étais sur Teams la semaine dernière pour une autre réunion et c'était pareil. Ouais, je me doute, c'est pas évident. Je sais que sur Zoom, c'est un tout petit peu plus, voilà, mais bon, de toute façon, on peut monter, descendre. Les débits sont tellement disparates au niveau du territoire que ça reste compliqué. Donc, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous dis que j'ai un peu fait le tour là au niveau du catalogue, au niveau des fonctionnalités cinéma. Ce que je voulais vous montrer éventuellement, c'était tout à l'heure, j'étais sur la bibliothèque d'Évreux pour vous montrer. Vous me dites si vous le voyez. Est-ce que vous voyez la page d'Évreux apparaître? Non, non, non. Bon, ça va venir. Alors. Vous me dites, est-ce que ce qui apparaît à l'écran, je ne me rends pas compte. On est toujours sur la même page. Bon, avec un peu de chance, ça va bouger à un moment donné. Voilà. Vous me dites quand vous avez la médiathèque d'Évreux qui s'affiche. Que tout à l'heure, je suis passé vite et je pense qu'effectivement, ça ne s'est pas affiché. Entre-temps, vous avez peut-être des questions. Je vais peut-être jeter un œil au fil de discussion. Hop. Alors Agnès, nous n'avons pas de problème avec l'outil car nous utilisons une version professionnelle. Pour le débit, je ne sais pas, j'ai la fibre chez moi et le PP ne défile pas non plus. D'accord, le PowerPoint ne défile pas non plus, d'accord.
Agnès, qu'est-ce que vous appelez la version professionnelle? C'est la version professionnelle de Teams ou de Google Meet, c'est ça? Oui, on paye une version pour la diffusion des journées. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais de problème. Mais ça peut arriver. Après, voilà, hein, c'est pas exclu non plus. Je pense pas qu'Alexandra n'a pas dû avoir de problème sur l'autre groupe. Non, apparemment, c'est bon, ça passe bien. Donc, ça dépend vraiment des groupes. Ouais, ça dépend des groupes. Ouais. Peut-être du nombre de gens, bon, à voir. Alors, est-ce que sur ce qu'on a vu là depuis un peu plus d'1 heure, est-ce que vous avez des questions, des remarques éventuelles? Alors, je ne vois que Fabrice et Patricia à l'écran. Patricia qui a l'air concentrée. Peut-être pour les collègues qui, eux, ne connaissent pas le produit, peut-être est-ce que ça les inspire ou pas, ou au contraire, ça leur fait peur, je ne sais pas. Avoir peut-être un petit retour oral. On n'a pas le micro, il faut que vous branchiez votre micro. Je disais peur, non, inspirant, oui. C'est vrai que le champ des possibles est large. Après, ce qui me fait un peu peur, moi, dans le numérique, bon, au-delà du fait que je ne peux pas faire appel à vous, j'ai bien intégré l'information. Ce qui me fait un petit peu peur, ça va être de comment toucher aussi ce jeune public qui est tellement habitué à surfer sur les tablettes, mais surtout sur son téléphone. Vous disiez tout à l'heure que l'offre de musique qui est pourtant grande, ils ne sont pas du tout attachés à ça. Mais c'est vrai que l'offre qui leur est faite par ailleurs, au-delà de ces rendez-vous-là, elle est tellement grande que voilà. Est-ce que c'est... comment dire, je vois bien comment éventuellement toucher un jeune public. Je vois bien comment toucher un public plus âgé. Mais cette frange-là de public, j'arrive pas trop à voir comment les capter. Oui, oui. Non, mais c'est une vraie question. C'est presque le nerf de la guerre. Je vais vous montrer un exemple de choses que je trouve assez intéressantes. C'est un pari éditorial assez courageux, qui ne fait pas l'unanimité au niveau national, hein, c'est clair, mais on va aller dans l'Isère et vous me dites si ma page se met à jour, si le partage fonctionne ou pas. Je ne sais pas si le partage d'écran est encore en place en fait. Non, oui, mais on est toujours sur la même page depuis il 10 est minutes. en place. Alors, vous devriez avoir, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite peut-être à le faire sur votre navigateur. Vous devriez avoir la page de la Bibliothèque de Vienne et l'adresse URL, je vais peut-être la mettre dans le fil de discussion, comme ça vous pouvez faire un copier-coller directement. Je ne ferai pas de copier-coller parce que mon ordinateur a mis 3 heures à faire une mise à jour, donc je suis sur la tablette et j'ai l'écran à côté. D'accord. Si y arriver. Alors, je l'ai mis pour ceux qui peuvent. Sinon, vous allez sur la barre d'adresse URL tout en haut. Hein, vous n'allez pas sur la barre de recherche Google, mais vraiment sur l'adresse URL. Et vous pouvez saisir directement https:// donc les 2 barres. Ce n'est pas la peine de mettre les W. Vous mettez directement locto, LOCTO, .médiathèque au pluriel, .fr. Alors, est-ce que de votre côté, c'est bon, ça s'affiche bien? Ouais. Bon. Et bien là, vous voyez une offre qui a été faite au niveau du numérique par la bibliothèque et le réseau de médiathèques de Vienne. Donc, il y a une dizaine de bibliothèques. Ça n'est que pour les enfants et les ados. Il n'y a pas de contenu adulte. C'est vraiment un choix. Si vous faites défiler sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il n'y a vraiment que des choix au mieux famille, mais sinon vraiment tournés jeune public. Et également ado. La presse, il n'y a que la presse ado. Le cinéma, vous voyez, quand on est sur le cinéma, si vous faites défiler, vous pourrez voir, hop, si je fais sur découvrir, on est sur des choses vraiment ciblées, jeune public, avec en plus une segmentation, les moins de 5 ans, les moins de 10 ans, etc. etc. C'est un pari.
Vous voyez, vous avez sur la page d'accueil cinéma, pour les 3 ans, les 8 ans, les 10 ans, les 12 ans. Est-ce que vous savez le nombre d'habitants dans cette commune? Oui, on doit être à peu près à 30 000 habitants. Oui. Hors agglo, hein. Avec l'agglo, on doit être à peu près à 50 000. Oui, oui. Oui, mais nous, on est à 10 000, avec l'agglo, on est à 500 000. Donc, vous voyez, mais ça peut être, par contre, je trouve que c'est une bonne idée pour faire une partie dans le portail et que ce soit une partie dédiée complètement à cette tranche d'âge, quoi. Ouais, c'est une piste. Vous voyez que même graphiquement, etc., on a travaillé avec la bibliothèque pour proposer un graphisme voilà, un petit peu plus dynamique, un peu plus original. Bon, voilà, après, les goûts et les couleurs, on peut en discuter. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'il y a des bibliothèques qui font des expérimentations et qui s'appuient un peu sur notre logistique pour faire ce genre d'expérience et en tirer tel ou tel enseignement. En l'occurrence, au niveau de la ville de Vienne, le jeune public et le public ado semblent tout à fait réceptifs puisque les statistiques sont très encourageantes. Donc, quand on s'adresse avec, je dirais, un produit dédié, je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais quand vraiment on fait une politique documentaire ciblée, il semblerait que quand même le public concerné il soit sensible. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se retrouve pas quand c'est trop noyé dans une offre globale pour les adultes, les jeunes, les moins jeunes, les papis, les mamies, les bébés, machin? Peut-être que c'est une piste et que ça veut dire qu'il faut faire des entrées par communauté, puisque quand on parle de médiation, on parle souvent de communauté, comme on trouve au niveau de YouTube ou d'autres, où effectivement il y a des influences de communauté. Et peut-être que c'est ça qu'il faut faire, mais ça représente un boulot conséquent. Et est-ce que dans les équipes, soit de la BDP, soit d'une bibliothèque municipale, il y a des personnes qui sont en capacité de faire ce travail? Ce n'est pas toujours évident. C'est un gros boulot. La personne, en l'occurrence, c'est moi, et je ne suis pas encore effectivement complètement, comment dire, en capacité de le faire. C'est en devenir. Et puis, c'est surtout autre chose. C'est une question de coût aussi de la matière, parce que ça coûte cher, toutes ces petites choses-là. Et si c'est pour proposer… Ça coûte pas forcément cher. Ça coûte pas forcément cher. On peut opérer une politique documentaire numérique, notamment sur le cinéma, pour une ville, comme vous dites, à partir de 3 000 à 4 000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un budget. Mais à l'échelle de notre commune, c'est pas possible. Ah bah ouais, c'est déjà un budget. Hein. C'est pas cher, mais ça tout dépend de la commune, de ses capacités, etc. Et voilà, nous, ça, c'est pas possible. Bien sûr. Ça va se faire pour la durée. On voit aujourd'hui une tendance lourde. J'ai encore eu des exemples la semaine dernière. Par exemple, de bibliothèques qui cessent l'acquisition de CD, notamment au motif que les CD sortent beaucoup, beaucoup moins et il y a de moins en moins de demandes, etc., et qui déploient une partie ou toute ou partie de ce budget d'acquisition physique sur des ressources numériques. C'est radical, mais c'est quelque chose qu'on observe depuis quelques semaines, beaucoup sur le CD, et ça commence sur les périodiques et sur les acquisitions de DVD. Donc, il y a là une redistribution à arbitrage budgétaire. Oui, c'est sûr. Je pense que malheureusement, dans un certain nombre de communes, ça me paraît compliqué de faire émerger un budget dédié sans passer par ces arbitrages, malheureusement. Mm-hmm. Quand je réclamerai dans mon prochain budget, je dirais que c'est vous qui l'avez dit comme ça. Je ne doute pas. Vous pouvez. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce que la digestion touche à sa fin? Encore une fois, l'idée, c'est que vous sortiez de ce début d'après-midi avec des idées plus claires. Ce qui serait terrible, c'est que vous ayez encore des zones d'ombre sur telle ou telle ressource ou telle fonctionnalité. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de questions tendancieuses ou pas. Je réponds à tout, il n'y a pas de difficulté. Ce que je veux bien, moi, c'est que vous donniez vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Une adresse mail pour. J'ai bien entendu la proposition de petites formations, en tout cas d'éléments de compréhension supplémentaires.
Avec plaisir. Vous pouvez me joindre au 06 48 00 56 95 et je suis Franck Gabriel. 56 95, hein? Oui, 95. Ok, c'est noté, merci. Je vous en prie. Fabrice, est-ce que comme on a Oui. beaucoup de timidité, est-ce que Non, vous moi- auriez des choses que vous voulez pointer différemment ou plus précisément? Non, plus précisément, non. Par contre, dire que nous, effectivement, ça correspond. Alors, j'imagine qu'on n'est pas la seule médiathèque départementale dans ce cas-là, mais ça correspond quand même à une demande aussi des usagers d'une complémentarité de l'offre physique de prêt de livres, de films ou de disques. Et on est vraiment là dans une autre approche. Et donc, la plus grande difficulté, je pense, pour nous tous, hein, c'est de faire faire, dans le cadre des médiathèques départementales, de la médiation, en fait, des ressources qui sont numériques et donc virtuelles par essence. Et donc, ça, c'est quand même, voilà. C'est vrai que c'est compliqué quand un usager vient et que déjà on lui présente la médiathèque, par exemple, qu'il ne connaît pas, où se trouvent les collections. Effectivement, est-ce qu'il faut lui en parler ou leur en parler dès la première inscription? Est-ce qu'il faut en parler à un autre moment ou à des moments dédiés? Voilà, c'est à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à tout le monde? Voilà, ça fait vraiment partie des questions, je pense, que les collègues aussi ont à gérer dans leur médiathèque municipale. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que ça correspond à une vraie demande de la part des usagers. Je pense que là, si on arrêtait aujourd'hui, je pense que là, on se ferait très, très mal voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont vraiment pris ce pli. Ça fait partie aussi des habitudes. Il n'y a pas eu que le moment du premier confinement. Depuis, ça s'est vraiment installé dans les usages, on va dire. Les pratiques, oui. Ouais. Oui, et je ne sais pas si vous avez pu le constater à travers le réseau de l'Heure. Moi, ce qui me remonte très régulièrement, je suis un peu surpris, mais enfin pas tant que ça en même temps, mais c'est de voir qu'il y a des usagers qui viennent s'inscrire en médiathèque pour profiter de la ressource en ligne et qui, par ce biais, deviennent des usagers physiques. Alors qu'on a à l'esprit l'inverse, hein, le cheminement inverse. Mais je discutais encore avec la BDP des Landes qui me donne un exemple de plusieurs bibliothèques du réseau qui voient des gens arriver. J'ai entendu parler de la VOD, comment je fais pour y accéder? Ah bah tiens, vous avez des choses pour les enfants, c'est sympa. Bah oui, madame, ça fait 50 ans. Il y a l'heure du compte, etc. Ah bah je viendrai avec mon gamin, etc. En fait, c'est comme si le numérique remettait l'église au milieu du village, quoi, quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance aussi d'un certain public qui ne fréquente pas ou qui ne fréquente plus les bibliothèques ou qui est resté sur une image arrêtée, effectivement, il y a plusieurs décennies des bibliothèques, avec juste du livre, et puis, ou alors qu'il l'a associé aux accueils scolaires uniquement. Et donc, effectivement, là, par le biais de ce type de proposition, ça permet aussi de dire, voilà, vous savez, en médiathèque, on propose du numérique, on propose des jeux vidéo, on propose des casques de réalité virtuelle, des impressions 3D, enfin, plein de choses aujourd'hui. Et je pense que, voilà, c'est vraiment important de le dire, et surtout dans des territoires comme le nôtre, enfin, en Normandie, c'est pas réservé qu'aux grandes municipalités ou à Paris ou à la région parisienne. Ah ouais. Non, je sais qu'il y a des expérimentations sur les jeunes publics qui me paraissent intéressantes parce qu'elles drainent un public plutôt qui vient du physique, mais qui devient du coup usager de l'un et de l'autre. Je pense par exemple à des bibliothèques qui ont fait des ateliers de playlist avec des gamins des quartiers en disant plutôt que de venir juste à la Là, moi, je vous entends plus. Ah, vous m'entendez plus? Si, c'est bon là. Vous m'entendez tous? Oui, c'est bon. Je disais, l'idée de faire cette playlist un peu comme ça permet de dire aux gamins, voilà, les choix que tu vas faire en hip-hop, par exemple, cette playlist sera diffusée au niveau du département pour tous les usagers, donc tu pourras dire à tous tes copains de l'écouter. Et puis tu sais quoi, cette playlist elle sera aussi disponible pour toutes les bibliothèques de France. Donc tu deviens prescripteur de la playlist hip-hop du mois de novembre, etc. Donc ça permet de créer un rôle un petit peu différent vis-à-vis de l'usager. Comme par exemple, j'ai vu des bibliothèques qui faisaient des ateliers de jeux vidéo.
et qui, du coup, dans l'atelier de jeux vidéo, insérait les casques de réalité virtuelle, puisque on partait du principe que c'était potentiellement le même public, et qui, du casque de réalité virtuelle, disait, mais tu sais, on a 10 000 films qui peuvent t'intéresser. Ah, bah ouais, tiens, il y a ça, il y a ça. Bon, bah ouais, il y a Kill Bill, c'est pas mal. Et en fait, de ricochage en ricochage, on arrive à toucher des publics qu'on ne touche pas par ailleurs. Voilà, les 15-25, on aurait enfin, vous auriez du mal par ailleurs. Donc, il y a des expérimentations comme ça, il y en a d'autres, hein, mais qui peuvent être intéressantes. Et puis là, on l'a vu, bon, c'était évidemment un moment qui n'est pas fini d'ailleurs et qui était quand même, j'allais dire, une contrainte pour beaucoup de gens. Mais la pandémie a permis aussi à pas mal de gens de se lancer, par exemple, j'apprends le néerlandais, je me mets au yoga en ligne, les loisirs créatifs et par exemple, et puis tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment en formation, des ressources qui ont extrêmement bien marché aussi. Oui, voire même, je me mets au yoga en néerlandais. Pourquoi pas? Mais bon. Pierre de coups. C'est double difficulté là. Ouais, là, il faut être un peu joueur déjà. Alors, je vois qu'il y a Stéphanie Lanier, Amélie Huette, Sylvie Crétet, Agnès, on a déjà entendu, Laurence Bibli d'Hérouville. Je ne sais pas si ces personnes sont là ou si c'est virtuel, c'est peut-être que des hologrammes. Est-ce que pas du tout de questions, pas du tout de remarques? Stéphanie est une de mes collègues qui connaît bien la médiathèque numérique puisqu'elle fait partie Oui, des personnes qui, voilà, il me semblait bien. Il me qui semblait suivent bien. la médiathèque. Mais elle Présente pas de n'est questions. pas timide d'habitude. Ça va, présente pas de questions. Bon, bah écoutez, je ne sais que penser. C'est la première fois que j'ai aucune question, aucune critique, aucune remarque. Tout le monde est bien réel derrière l'outil virtuel, oui, j'espère. J'espère. Je suis surpris de ne pas avoir plus de questionnements, c'est très étonnant. Peut-être que, Amélie, pas de questions, c'était intéressant. Bon, Ben alors écoutez, tant mieux. tant mieux, Ouais. tant mieux, tant mieux. Je pense que Fabrice, vous avez au niveau de l'équipe et peut-être même des élus des réflexions au long cours sur l'évolution des offres. Peut-être que vous pouvez dessiner à quoi ressemble le schéma 2021-2022 pour les collègues, voir un peu. Est-ce qu'il y a des pistes que vous souhaitez explorer? Est-ce que on parlait tout à l'heure de la musique, garder, pas garder, etc. C'est des choses que vous avez commencé un peu à aborder avec Anne-Sophie ou pas encore? Là, oui, on a commencé à le voir. Oui. Ce que je pourrais peut-être dire aux collègues là, qui sont en ligne, c'est que nous, on a fait le choix, enfin, j'ai fait le choix il y a quelques années, parce qu'on avait plus d'offres, il y avait un bouquet plus conséquent en termes d'offres numériques. Et nous, on a fait le choix à peu près à enveloppe égale de consacrer, en fait, enfin, d'être plus concentré sur moins de ressources pour pouvoir mieux valoriser ces ressources. Parce qu'on se rendait compte qu'on avait vraiment beaucoup de ressources qui n'étaient pas inintéressantes, mais que certaines étaient peu utilisées ou alors parce que, en fait, la médiation n'était pas faite ou ne pouvait pas se faire en bibliothèque. Et même nous, à notre niveau, on n'avait pas du pouvoir ou savoir-faire la médiation. Et donc, voilà, on a préféré se concentrer sur certaines, mais qu'on connaît vraiment bien pour pouvoir vraiment après communiquer déjà entre nous, entre bibliothécaires, et pouvoir communiquer après auprès de notre tutelle, auprès de la direction de la communication et auprès des élus. Et ça me semble important. C'est vrai que s'il y a une offre après qui est un peu pléthorique, s'ils n'ont jamais été voir ce qui se passe sur la médiathèque numérique, ils ne vont pas forcément avoir une vision claire. Alors que si on leur dit, bah voilà, il y a du film, il y a de la formation, il y a de la musique, et il y a de la presse, voilà, déjà, ça leur permet de voir un petit peu, enfin, je pense que pour eux, c'est plus clair. Je ne sais pas comment ça se passe auprès des autres médiathèques départementales, si elles ont eu cette même approche, ou des médiathèques de grandes villes, mais en tous les cas… Oui, non, c'est quelque chose qu'on retrouve, les sortes de concentration sur telle ou telle ressource pour pouvoir y consacrer davantage de médiation, voire davantage de budget. C'est notamment le cas de la presse et du cinéma. Ce sont des choix hein, de politique d'acquisition. De toute façon, ce sont des choix que vous connaissez par cœur parce que vous avez les mêmes dans le physique, hein, n'importe comment. Mais le numérique ne coupe pas cette sorte d'arbitrage, oui, c'est clair. Je vois qu'il y a les médiathèques de la QA. C'est QA, la QA.
La communauté urbaine d'Amiens, c'est ça, non? Ou de… Je ne sais pas. Alors, D'Arras? C'est peut-être Alençon, Alençon. mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Hein, oui, parce qu'Amiens, on serait plus en Normandie pour le coup. Non, mais ça peut… Oui, Oui, c'est Alençon. Alençon. Ok. D'accord. D'accord. Et du côté d'Alençon, on utilise un peu le numérique ou pas du tout? Alençon, on est dans l'Orne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'ai l'impression Oui, c'est que ça. la personne n'a pas de possibilité d'échanger. Oui, nous avons mis en place des ressources numériques. D'accord. Depuis longtemps? La question, c'est depuis longtemps, et est-ce qu'il y a des points forts qui se dégagent en termes de ressources et de public, un peu comme on a vu tout à l'heure? Parce qu'à Alençon, on est en zone semi-rurale, semi-urbaine déjà. Mm. Depuis 2017, oui, donc vous avez déjà un peu de recul, d'accord. Et comme au niveau de l'heure, on est sur un binôme livre-cinéma qui se dégage au niveau des pratiques? Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Ouais. Alors j'imagine que dans l'Orne, ils ont aussi le même constat que nous, c'est-à-dire c'est même pas une problématique, c'est un constat, c'est une réalité, c'est que nous aussi on est avec 3/4 des personnes qui sont des bénévoles dans nos bibliothécaires. Donc sur les 600 bibliothécaires du réseau de l'Eure, on a 450 bénévoles, ce qui ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils sont bénévoles qu'ils ne connaissent rien au numérique ou à Internet ou aux nouvelles Ah non, non, loin de technologies. là. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de ces bénévoles-là sont quand même des personnes plutôt âgées et voilà, n'ont pas la même appétence ou la même facilité, j'allais dire, de pouvoir aussi valoriser les ressources numériques. Donc là, on a aussi cet écueil-là. Donc il faut que nous, de notre côté, on fasse aussi la formation. Donc j'imagine que c'est la même chose sur l'Orne et peut-être autour d'Alençon. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai vu notamment en Côte d'Or et ailleurs, on m'a demandé de venir faire un peu d'intervention, mais j'ai vu des ateliers pour les personnes âgées, hein, des 60, 70 ans. Alors, si je vous parle d'un temps où le Covid nous permettait de nous voir, notamment de voir les personnes âgées, mais où c'était très intéressant parce que, en fait, c'est souvent les bénévoles qui drainent ces publics-là parce qu'il y a des clubs de lecture, etc. Et on est surpris de voir qu'effectivement, on a affaire à des personnes qui ont une vraie appétence, qui n'ont pas forcément une pratique régulière et qui ne sont pas forcément au point techniquement, mais qui ont une vraie appétence pour l'usage et qui s'y prennent très vite au jeu, en fait, et qui deviennent, je le vois après dans les messages qui nous sont adressés ou que la bibliothèque nous transfère, qui deviennent des usagers ultra réguliers parce que finalement, ils se rendent compte qu'il y a pas des problèmes de virus, il n'y a pas des problèmes des contenus inadaptés, il n'y a pas des problèmes de la pub, etc. Et comme c'est un public qui, par nature, a besoin d'être sur des choses un peu sécures, trouve très très vite son compte dans les offres de BDP notamment, quoi. Ce qui explique peut-être aussi en partie la divergence statistique entre les jeunes publics et les moins jeunes, quoi. D'accord. Et Donc, sinon, je vois aussi qu'il y a un collègue du Havre. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'il en est aussi au Havre, Patricia. Bonjour. Alors en fait, bonjour. moi je ne peux pas trop répondre parce que je suis là un peu par erreur. J'attendais- Ah, bon, Mais par contre, j'ai mon autre collègue qui est là. Je ne sais pas si elle est encore là. C'était Mélanie qui, elle, s'occupe du volet numérique pour les bibliothèques. Mais je vous ai écouté, ça m'intéressait tout de même, mais j'attendais quelque chose sur le jeu vidéo en fait. Donc comme quoi, vous ne connaissez pas la médiathèque numérique. Là, Comme c'est la une erreur vidéo, c'est d'aiguillage. vraiment jeu vidéo. Voilà. Ouais. Donc, je voulais avoir ce côté artistique davantage. Mais Qui bon, était ce matin, ce c'est ça? matin, mais j'avais compris que l'après-midi était le prolongement quand même à travers d'ateliers ou de présentations. Alors, Ouais, ça, c'est c'est pour pas ça que possible. je vous c'est écoute. dans un autre atelier. Oui. Autre chose. Nous, Donc, c'est, Mélanie, je ne sais pas si elle peut répondre. nous, c'était atelier sushi sashimi. Voilà. Alors, Mélanie, elle n'est peut-être pas en ligne, vous voyez, Non, elle s'est dit. je la vois plus. Je la vois pas dans la liste.
Mélanie, Voilà. ouais, et elle coordonne la médiation numérique au réseau des bibliothèques du Havre, et c'est vrai que je ne la vois plus. Ah, ça aurait été intéressant, absolument, oui. Ouais, ouais, ouais. Et nous, donc, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans cette démarche. Je sais qu'on donc on a cette deuxième phase de plan numérique de BNR en cours là. Et donc, je peux pas répondre parce que je n'ai pas j'ai pas d'informations là-dessus. Ouais, Je peux ouais, vous parler d'accord. bien d'autres choses, mais pas du volet numérique. Mais en Merci tous quand les même. cas, si elle était là, et j'avais d'autres collègues aussi tout à l'heure, en tout cas ce matin, c'est parce qu'il y a un intérêt, ça c'est Oui, sûr. Voilà. du fait. Il y a une De fait. réflexion, il y a un projet en cours. Donc. Le Havre, on est en Seine-Maritime? Oui, Oui, tout à Oui, fait. hein. On Très est bien. au bout de la Seine-Maritime. voilà. Tout au bout, ouais. C'est même la plus grosse ville de Seine-Maritime, enfin Ouais, la plus En tant peuplée. que ville, hein, oui. Oui, d'accord. Et de Normandie même, je crois. Hein, en oui, tant de que Normandie même, oui. ville. Et Amélie et Sylvie, pas de questions particulières. Non, je ne sais pas si vous êtes usagère régulière via la BDP ou pas. Ça aurait été presque bien d'avoir le nom des bibliothèques Alors, avec nom. Sylvie travaille pour la médiathèque d'Évreux. Ouais. Ah bah donc Am- c'est une collègue de Voilà. Joanne, Balambois, etc. Ouais. Ah d'accord. Et Amélie, je ne sais pas. D'accord. Donc Sylvie, vous n'utilisez pas forcément la bibliothèque départementale de l'Eure au niveau du numérique, mais vous utilisez, j'imagine, votre propre plateforme. Je suis de Creully. Je suis arrivé le mois dernier. D'accord. Creully, c'est à côté d'Évreux? Non, c'est tout Non. à fait à côté de Caen. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt du Ah, Calvados. alors d'accord. D'accord. Pas du tout, dans le Calvados. D'accord. C'est Sylvie qui était à Évreux, vous disiez. Pas du tout, dans le Calvados. D'accord. C'est Sylvie qui était à Évreux, vous disiez. Oui, vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui, parfaitement. Oui. Oui, donc oui, je suis la collègue de Joanne et moi j'ai suivi cette formation toute la journée parce que mon profil de poste n'est pas du tout sur la médiation numérique et j'ai vraiment besoin de me former et de connaître. Donc j'ai quand même des bases grâce à Joanne et à ce que propose le réseau des bibliothèques. Donc voilà, moi mais je suis pas du tout très très pro et dans ce domaine, c'est vraiment pour ça que la journée m'a beaucoup apporté parce que voilà, donc j'avais des connaissances, mais minimum par rapport à mon poste. Voilà. Et au niveau de votre poste, vous êtes amené à utiliser quel type de ressources numériques en Je particulier? ne vous entends pas. Et au niveau de votre poste, vous êtes amené à utiliser quel type de ressources numériques en particulier? Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On fait les livres, les films et la presse. D'accord. Donc, le livre numérique fonctionne bien, la VOD aussi, depuis le moment du confinement, et ça a bien fonctionné. Alors, c'est pareil, je ne fais pas beaucoup de services publics, mais pour y être de temps en temps, ce que je peux observer, c'est que les personnes 55 ans, un peu comme vous le disiez là tout à l'heure, sont très intéressés une fois qu'on leur a montré comment ça fonctionnait. Et je pense que ça va beaucoup se développer chez nous, en tout cas. D'accord. Oui, je pense que ça va se développer, d'autant que Je ne vous entends pas. le travail qui est fait par l'équipe a l'air tout à fait… oui, je pense que ça va se développer, d'autant que le travail qui est fait par l'équipe… oui, on a quand même 4 personnes. D'ailleurs, il y avait tout à l'heure une collègue qui était connectée, et puis j'ai un collègue qui suit 3e atelier aussi sur les jeux vidéo et tout ça. Donc, voilà, on a un petit peu chacun dans son domaine, mais moi, je voulais vraiment avoir une information plus pointue, on va dire. Voilà ce que j'ai eu. Alors, Stéphanie posait la question, Sylvie, si à Évreux, il n'y avait pas de ressources d'auto-formation, il me semble que non. Alors, Stéphanie posait la question, Sylvie, si à Évreux, il n'y avait pas de ressources d'auto-formation, il me semble que non. Hein. Non, pour l'instant, non. Non, je vous dis. Et puis là, on vient d'éditer, enfin mes collègues, l'animateur au numérique, viennent d'éditer, je l'ai sous les yeux, j'ai récupéré une petite plaquette pour faire un peu
publicité, on va dire, d'informations auprès de nos lecteurs qui viennent en bibliothèque, justement, médiathèque la médiathèque numérique, des livres, des films, la presse, voilà, qu'on va distribuer à nos lecteurs pour vraiment inciter et informer et faire de la médiation pour que ça se développe plus. Vous avez reçu des affiches il n'y a pas longtemps, il me semble. J'entends pas. Vous avez reçu des affiches il n'y a pas longtemps, il me semble. Ah, là, j'ai pas l'info, mais je me renseignerai demain. Là, je suis chez moi aujourd'hui, donc, mais je me renseignerai demain. D'accord. Oui. Bien, ben écoutez, si on a fait le tour, je vous propose de prendre gentiment congé. Si on a fait le tour, je vous propose de prendre gentiment congé. Si vous avez des questions. Alors, on est nombreux dans ma tête. Hein. Sylvie, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. On est nombreux dans ma tête. Hein. Sylvie, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Ben, moi, je vous dis merci aussi. Merci à tous. Merci de votre… Merci d'être venu. De votre, j'allais dire, patience, parce que les moyens techniques, malheureusement, ont été un petit peu aléatoires. Mais en tous les cas, voilà, ça vous a permis, j'espère, de mieux connaître la médiathèque numérique, les ressources qui pouvaient être mises à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas de revenir soit vers, effectivement, Franck Gabriel ou vers nous si vous souhaitez avoir de plus amples informations, voilà, ou savoir comment ça fonctionne. Moi, je dis surtout vivement qu'on se voit en vrai, oui. Avec un verre de vin et un peu de fromage qui pue. Parce que là, ça devient trop virtuel pour moi. Je suis trop vieux pour ça. Non, mais c'est sûr que là, on commence à saturer un peu tous des écrans, je pense. Mais bon. Après, on a la chance que les bibliothèques soient restées ouvertes. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne non plus. On n'est pas les plus mal lotis. Non, on est bien d'accord. Dans notre thème, puisqu'on était dans le thème du numérique. Donc voilà. Tout à fait. On est raccord. Et puis, on est aussi très content d'avoir maintenu cette journée-là, parce que ce n'était pas gagné et on ne voulait pas reporter une énième fois ou annuler. Donc, voilà. Donc, ça, on est bien content aussi, puisqu'on a vu que ça répondait à une vraie demande et à une vraie envie de partager autour du jeu vidéo, du numérique, du multimédia. Et on en est très content. Et voilà, je remercie encore Normandie Livre Lecture aussi, notre partenaire, et puis Franck Gabriel aussi pour cette intervention. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt et merci pour tout. Au revoir.